Je lance l'enregistrement. Salut Thomas. Vas-y. Salut Jérémy, comment tu vas? Ouais, très très bien. On enregistre cet épisode après avoir enregistré un épisode sur lequel Thomas m'a posé des questions pour son podcast. Oui. C'est la troisième fois que je reçois un podcasteur sur Ça fait un bail. Thomas, il a fondé et il anime le podcast Mon Budget Zen. Donc ça parle de budget, ça parle d'investissement, ça parle de bourse, sur des sujets et des axes un petit peu différents de Ça fait un bail. Donc je vous invite à aller jeter un œil parce qu'il y a du très bon contenu. On va donc faire un épisode où on va parler de son parcours, de son expérience immobilière, entrepreneuriale, les raisons du lancement de Budget Zen et aussi, surtout un peu tous ces life hacks. Moi, j'ai envie que tu me parles de toutes ces choses qui font que tu vas pouvoir économiser à certains endroits, me parler un peu peut-être de multibancarisation, et à quel point tu fais un peu la balance entre le temps que tu vas gagner et les petites dépenses ou les petites économies que tu peux faire. Ça m'intéresse beaucoup. Et Ouais, bah, voilà. t'inquiète, on va bien détailler ça parce que justement, ce petit détail de temps que tu dis, c'est important parce que moi, je suis pas forcément pour les économies de bout de chandelle. Au contraire, je suis plus pour que ton temps soit optimisé pour économiser. Mais bon, attends, on va pas rentrer dans le détail maintenant. Je te laisse démarrer avant de rentrer trop dans le détail. Vas-y. Commence par te présenter, Thomas. Ouais. Mais je suis sûr que le reste va être hyper intéressant. Ouais. Ça marche. Bah écoute, donc Thomas, je suis originaire de la région marseillaise, même si j'ai perdu un petit peu l'accent depuis. Donc j'ai pas mal bougé. T'y restes. T'y restes, ouais. Bah là, j'ai redéménagé à Avignon, donc je le reprends petit à petit, tu vois. Donc ouais, j'ai pas mal bougé dans ma vie, j'ai pas mal voyagé, Amérique du Sud, Australie. J'ai fait une école d'ingénieur, diplômé en 2010. J'ai fait à peu près 10 ans de salariat, donc en tant qu'ingénieur, un petit peu dans tout, dans le nucléaire, dans le ferroviaire. Entre-temps, voilà, entrecoupé de ces voyages, en gros, j'ai fait 2 fois 1 an de voyage. Et puis j'ai démarré, on va dire, mon parcours d'investisseur en 2017 avec un premier bien IMO. Et bon, après on détaillera, je pense, un peu plus après peut-être le parcours immobilier si tu veux, mais voilà, après on va dire plus sur mon parcours en général, sur enfin la création du blog et du podcast. Donc mon Budget Zen, j'ai démarré le projet fin 2019, donc quand j'étais encore salarié. J'ai pris 2 ans pour tester l'idée, pour commencer. Voilà, j'ai fait des articles, un compte Instagram, le podcast depuis septembre 2020. Et là, je viens de passer à temps plein en janvier 2022, où voilà, j'ai testé l'idée, j'ai commencé à monétiser, j'ai vu que ça se lançait bien, que ça marchait, et donc voilà. Donc là, je suis à temps plein depuis janvier 2022. Génial. Et c'est quoi sur Mon Budget Zen, c'est quoi ta tagline, ta mission? Comment tu te définis véritablement en quelques mots cette mission? Alors en fait, ça a commencé, donc comme le nom l'indique, Mon Budget Zen, ça a commencé par la partie gestion de budget. Je voulais vraiment axer ça parce que en fait, j'ai fait un constat, tu vois, il y a quelques années, où je me suis rendu compte que, tu vois, en apprenant à gérer nos finances personnelles correctement et en épargnant intelligemment, on pouvait réaliser nos rêves. Donc moi, j'ai pu réaliser les miens, donc notamment les voyages. Je te parlais même tout à l'heure en off que j'ai une carrière de musicien en parallèle, et bon, ça m'a permis aussi de me financer des instruments, tout ça. Et puis maintenant, mon nouveau rêve, tu vois, c'est la liberté financière. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en gérant notre budget correctement, en épargnant intelligemment, on pouvait aller réaliser nos rêves. Et j'ai constaté, tu vois, autour de moi, qu'il y avait une certaine frustration de la part de mon entourage, qui gagnait à peu près le même salaire que moi, mais qui n'arrivaient pas à se payer un voyage, qui n'arrivaient pas à réaliser leur projet de vie. Et c'était souvent dû, tu vois, à une mauvaise gestion, une mauvaise façon de consommer, une mauvaise gestion de leurs finances de manière générale. Donc j'ai voulu, et puis j'ai aussi constaté, comme toi, je pense, qu'il y a un gros problème d'éducation financière en France. Et c'est parti un petit peu de ce constat-là et de vouloir aider un peu les gens à ça, à structurer ça, à leur apprendre à gérer leurs finances, donc gérer déjà leur budget, des trucs bêtes, mais par exemple, à apprendre à dépenser moins que ce que tu gagnes. Ça peut paraître évident pour certains, mais il y en a plein qui n'arrivent pas à le faire. Et donc c'est parti de là, le lancement de Mon Budget Zen, de pouvoir donc d'être coach budgétaire. C'est clairement ça mon rôle aujourd'hui, d'apprendre à gérer ton budget. Donc sous
plein d'axes qu'on va détailler par la suite. Sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, je développe la partie plus investissement et bourse, hein. J'ai lancé il y a pas longtemps le coaching en bourse où j'aide plutôt les gens à se lancer dans l'investissement en bourse, où j'essaie de traduire un petit peu tout ce jargon financier et expliquer que c'est accessible à tous, de manière simple, sans prendre trop de risques et en automatisant ça, tout en faisant en sorte que, bah, de ne pas «enrichir» entre guillemets les intermédiaires en payant des frais énormes et que, bah, en apprenant à le faire soi-même, ben, on peut garder la performance pour nous et pas la donner à tous les intermédiaires, quoi. Trop bien. Bah, écoute, si on rentre dans le vif du sujet justement de la gestion budgétaire, j'aimerais que tu nous parles quelques minutes de tes conseils, de tes méthodes, comment très concrètement, tu mets en place, tu conseillerais quelqu'un de mettre en place un budget et et aussi, est-ce que tu aurais quelques hacks, quelques petites techniques justement pour, je sais pas, mieux dépenser, mieux économiser, mieux investir? Donc voilà, ta méthode et tes petits, life hacks pour être un pro de la gestion de budget et gagner un peu de l'argent facilement, parce que c'est quand même ce qu'on cherche, hein. Alors, il y a eu pas mal de questions dans ta question, donc je vais essayer d'y répondre, en 2 temps. Je vais essayer d'abord de te répondre à comment bien gérer son budget et ensuite je te parlerai un petit peu des life hacks. Heu, pour bien gérer ton budget, enfin, moi, déjà, la première chose, tu vois, avant de parler même de technique, tu vois, de trucs concrets, c'est déjà de se demander pourquoi on le fait. Tu vois? Pourquoi on veut gérer son budget? Parce que, tu vois, on va pas se mentir, gérer un budget, c'est chiant, tu vois? Ça peut paraître vraiment, chronophage, il faut faire des Excel, machin, suivre ses dépenses, ça peut paraître chiant. Donc déjà, je pense que la 1re chose, c'est de savoir pourquoi on le fait. Avoir un objectif clair, tu vois? Si tu as aucun objectif d'économie, franchement, tu vas pas avoir envie de le faire. Tu vas pas avoir envie de gérer ton budget, tu vas pas mettre tout ce qu'il faut pour épargner, économiser ou gagner plus d'argent. Donc comprendre pourquoi on le fait. Et une fois qu'on sait pourquoi on épargne, donc ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être pour se payer un voyage, se payer son mariage, ça peut être pour, faire un apport immobilier par exemple, pour investir. Une fois qu'on a son objectif clair, déjà on va savoir pourquoi on épargne. Ensuite, concrètement, un peu plus technique, hein, pour vraiment gérer son budget, pour moi, il y a trois axes principaux. Le 1er, c'est optimiser ses charges fixes, donc prendre le temps et c'est là après on va détailler un petit peu le côté, temps à passer par rapport aux économies faites, mais tu as une partie optimiser ses charges fixes qui fait qu'en fait, moi je le vois en coaching budgétaire, en moyenne, j'arrive à faire économiser à un client, entre 100 et 200 € par mois, juste en prenant le temps d'aller renégocier les contrats, d'aller voir la concurrence, de supprimer certaines dépenses. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais quand tu multiplies ça par 12, bah, ça fait vite, 1 200-2 400 € par an et sur le nombre d'années, ben, c'est quand même pas négligeable. Ouais, quel type de dépenses on parle, sur les charges fixes? Alors, ça peut être vraiment tout, hein. Ça peut être, les assurances, renégocier ton contrat d'assurance, ça peut être ton forfait mobile, ça peut être ton internet, ça peut être les abonnements streaming, ça peut être, même les crédits, tu vois? Ton crédit IMO ou ton crédit conso, quand tu es vraiment en difficulté, une astuce bête, tu vois? Ça va être, faire jouer la clause de modularité. Tu vas moduler ton échéance, tu vas diminuer ta mensualité, donc en contrepartie, hein, tu auras un peu plus de temps pour le rembourser, mais ça va diminuer tes charges fixes plus rapidement. Alors ça, c'est plus adapté pour les personnes qui sont endettées ou qui sont en difficulté, hein. C'est pas forcément pour les personnes qui veulent, enfin qui veulent, épargner plus, on va dire. Mais voilà, ça peut être vraiment tout type de charge fixe, tout type de charge fixe et quand tu additionnes un peu tout ça, tu te rends compte que, ben, tu as vite 100 € par mois, tu vois, qui peuvent être dans ta poche et pas dans celle, des banques, des assurances ou, du fournisseur, téléphonique, tu vois? Ouais, c'est vrai, je suis un peu en croisade auprès de ma famille et des un peu mes oncles et tantes notamment sur la partie crédit et assurance aussi, assurance emprunteur où Mmh. j'ai fait en fait, même moi-même j'étais pas très conscient de ça et j'ai fait une simulation chez Luco qui s'est lancé dans Mmh mh. l'assurance emprunteur récemment et et ils m'ont trouvé des nouveaux contrats avec les mêmes garanties, parce que de toute façon, c'est obligatoire de garder le même niveau de garantie et pour une économie sur 25 ans de 20 000 €. Et Mmh. genre, Ah j'étais mais là, tu mais vois, genre, tu waouh, dis: «Waouh!» vraiment, C'est et c'est un clic. Enfin, oui, alors je vais passer, quelques heures à comprendre le contrat, à signer le truc, à ce que la banque accepte et cetera, mais c'est quelques heures pour 20 000 €, c'est assez important, quoi.
Bah, alors tu vois, c'est marrant que tu fasses ce rapprochement et du coup, je comptais le détailler plus tard, mais on va le détailler maintenant. Mais tu vois, ce temps que tu passes pour économiser. Parce que tu vois, on peut croire que c'est des économies de bout de chandelle, de se dire, bon, bah, mon assurance emprunteur, je vais passer de 20 euros à 10 euros. On s'en fout, c'est 10 euros, tu vois. Mais quand tu penses sur le long terme, ben, c'est des dizaines de milliers d'euros de gagnés. Et ça, c'est le même principe, par exemple, avec, je sais pas, par exemple, avec une assurance, que où, je sais pas moi, ton assurance voiture, tu vas la payer 50 balles et tu te rends compte que ton concurrent, il te propose pour les mêmes garanties à 30 euros. Alors oui, c'est un certain temps pour la renégocier, mais par contre, tu vois, c'est un temps que tu passes à l'instant T, quoi. C'est un truc un peu chiant à faire, on va pas se mentir, hein, d'aller voir la concurrence, comparer, machin. Par contre, tu vas te faire chier 1 heure ou 2 à le faire et après c'est pour toute ta vie ou ta économie de fait. Donc après tu n'as plus à réfléchir et puis c'est 20 euros par mois, donc ça fait 240 euros par an et tout ça. Et pour mettre en avant, tu vois, j'ai un exercice que j'aime bien faire, que j'ai bien détaillé sur mon blog et j'en ai fait un épisode de podcast aussi, où je demande à l'auditeur, tu vas te faire l'exercice, de lui dire: «OK, combien tu vaux de l'heure?» Par exemple, dans ton travail de salariat. Imaginons que tu gagnes 2 000 € net par mois, ça va être à peu près, tu vois à peu près 15 € net de l'heure. Tu dis que, en fait, pour économiser 20 € sur ton assurance par mois, ça va te prendre quoi? 1 heure ou 2 heures de faire la démarche, enfin de faire le temps d'aller comparer, de passer un coup de fil, machin. Tu dis qu'en fait, qu'en 2 heures de temps, donc ça te coûte 30 € de ta valeur horaire, et ben tu vas économiser 240 € dans l'année, tu vois? Donc quand tu commences à raisonner comme ça, tu dis: «Bon, en fait, OK, je vais passer 2 heures de mon temps, qui vaut 30 € et j'en gagne 240». Et bon, voilà, c'est un petit exercice, tu vois, qui te fait dire: «OK, ben, ce temps qui peut paraître un peu chiant à faire, bah, c'est rentable sur le long terme», tu vois? Et à contrario, je suis pas pour certaines économies de bout de chandelle qui vont prendre du temps pour pas grand chose. Par exemple, aller chercher faire le tour des pompes à essence pour trouver celle qui a 1 ou 2 centimes de moins. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois? Parce que tu vas gagner peut-être 1 ou 2 euros sur ton plein, mais le temps que tu auras passé à chercher ça, bah, c'est du temps que tu perds, puis en plus, c'est de l'essence que tu dépenses, en faisant le tour, tu vois? Ouais. Pareil sur des coupons de réduction pour les supermarchés et tout, enfin, pour moi, c'est prendre du temps pour des économies qui n'en vaut pas la peine, tu vois? Et voilà. Je voulais juste, te mettre en Super, avant ce côté, temps vs argent, tu vois? ouais, super intéressant, en effet, de faire cette distinction, entre le gain long terme quand tu fais notamment des arbitrages d'assurance et cetera, et les petits gains court terme, et du coup, ça m'intéresse d'avoir, est-ce que tu as des petits life hacks justement, sur la gestion budgétaire, ou des choses qui te permettent d'économiser beaucoup ou de gagner assez facilement, et du coup, en fait, ouais, en assez peu de temps, de réussir à faire des gros changements? Ça serait quoi tes life hacks? Ben, alors c'est pas gagner de l'argent dans le sens compléter ses revenus, mais c'est plus dans le côté réduire dépenses. Donc tu auras, bah, comme je t'ai dit, prendre le temps de réduire ses charges fixes. En général, moi, je conseille de le faire 1 fois par an, de balayer en disant: «Bon, OK, ça, je peux optimiser» et prendre ce temps-là, tu sais, ça te prend pendant 1 mois, tu fais l'effort. Je donne une petite astuce pour ça parce que on peut se dire: «OK, il faut aller voir tous les comparateurs, renégocier, ça peut être chiant», mais tu as plein d'outils maintenant qui existent. J'en donne un qui est un de mes partenaires qui s'appelle Origami. Ils font les démarches à ta place, c'est gratuit et en gros, tu peux même synchroniser ton compte bancaire et il te dit tout de suite: «OK, tu peux économiser tant par mois» et ils te font les démarches à ta place. Donc il y a quelques petites choses où il faut faire attention. Par exemple, sur les assurances, il faut quand même t'assurer que, ben, tu perds pas en garantie par rapport à l'économie en question. Tu as 2-3 petits trucs à faire, mais par exemple, tout ce qui est électricité, assurance habitation, mobile ou internet, tu n'as rien à faire, quoi. Ils font les démarches pour toi et c'est gratuit. Eux, ils se OK. rémunèrent par la com du nouveau fournisseur, donc c'est transparent pour toi et donc voilà. Donc faire cet effort de réduire la charge fixe 1 fois par an avec toujours, voilà, en se disant: «C'est un effort à l'instant T pour une économie dans le temps». Ça, c'est un premier life hack et le deuxième, ce serait, d'appliquer la loi de Pareto. Je sais pas si tu connais? Ouais, C j'adore la loi de Pareto, ouais. Ouais, moi aussi, j'adore ce principe. J'adore. Donc c'est, alors j'ai toujours peur de confondre les termes, mais c'est le fait que 80 des résultats sont le résultat de 20 des causes, si je dis pas de bêtises. Alors je m'embrouille tout le temps dans les termes, mais en gros, c'est le fait que, moi, en l'appliquant au budget, je le vois comme ça. C'est que, on va dire que dans ton budget global, tu as 80 de tes dépenses globales qui vont être dues à 20 de tes dépenses.
Donc 20% des catégories de dépenses. Donc par exemple, la voiture, le logement, la bouffe, ça va correspondre à quasiment 80% de la dépense globale. Donc plutôt que voilà, de s'attarder sur des petits trucs, si tu veux pas prendre le temps de réduire d'autres charges fixes, par exemple, déjà commence par ça. Commence par attaquer les dépenses qui vont composer 80% de tes dépenses globales. Donc te poser les bonnes questions sur la voiture, tu vois, est-ce que tu as besoin d'une si grosse voiture qui va te coûter tant? Est-ce que le logement il est bien adapté à ta situation actuelle? Est-ce que le quartier tu peux pas trouver un quartier peut-être un peu moins huppé et du coup peut-être un peu moins cher? Est-ce que le logement est pas trop grand pour toi? Bon, se poser ce genre de questions et pareil pour la nourriture, hein. La nourriture, c'est quand même un gros poste de dépense et va trouver plutôt, tu vois, des astuces pour réduire ces budgets qui sont gros. Donc en gros, prendre le temps de réduire ses charges fixes et appliquer la loi de Pareto, donc identifier tes 3 plus grosses postes de dépenses et se concentrer là-dessus. Hyper intéressant et en effet, loi de Pareto, ça s'applique à plein de choses. À tout, hein. Si vous êtes entrepreneur, même employé finalement, que vous avez un portefeuille client, et cetera, vous vous rendez vite compte qu'il y a 20% de vos clients qui génèrent 80% de vos résultats ou de vos revenus. Donc, il faut chouchouter ces clients-là, il faut leur proposer des produits supplémentaires et des services supplémentaires, et cetera, plutôt que de s'embêter avec plein de petits clients, et cetera. Donc, non, hyper bon concept et je l'applique le plus possible sur plein de Ouais, dans la domaines. vie de tous les jours, ouais. Ouais. Et comme quoi, tu vois, même à la gestion de budget, ça peut s'appliquer, tu vois? OK, trop bien. Écoute, super intéressant. D'un point de vue un peu, technique de la gestion de budget, est-ce que tu conseilles, certains outils? Est-ce qu'un bon vieux Excel finalement c'est ce qui marche le mieux? Comment tu le présentes concrètement? Alors, il y a plusieurs outils que je peux conseiller, mais je pense que déjà un bon Excel, ça reste quand même la base, tu vois? Je veux pas te sortir une formule magique, un secret, dont je suis le seul à avoir, mais Ouais. franchement un bon Excel déjà, c'est déjà très bien. Enfin, pour avoir ton tableau de bord, tu vois, de base, avoir où tu mets revenus, charges fixes, dépenses variables et ce que tu peux épargner, franchement, c'est un bon Excel, il fait très, très bien l'affaire. J'en propose d'ailleurs un sur mon site internet, en téléchargement gratuit Trop bien. qui est fait pour vous faciliter la vie justement On mettra et je fais en on sorte qu'il mettra le lien. soit je fais en sorte qu'il soit très simple justement pour que la personne qui n'a jamais pris le temps, se rende pas fou avec un Excel imbuvable. Mais un Excel pour moi ça fait vraiment, vraiment l'affaire. Et après par contre tu vois, si tu veux aller vraiment plus loin dans la gestion de budget, alors ça s'adapte pas à tout le monde, hein, c'est pas tout le monde a envie de faire cet effort-là. Mais si tu veux vraiment suivre tes dépenses variables, parce que tu vois les charges fixes en soi ça bouge pas, les revenus en général, ils sont plutôt fixes, surtout si tu dans le salariat. Heu, Après voilà, si tu indépendant, c'est encore un autre sujet, hein, les revenus, mais mais voilà, après ce qui va être, un peu plus complication de ton budget, ça va être les dépenses variables. Donc on va dire, les courses, l'essence, les sorties et compagnie. Donc si vraiment les gens, ils veulent aller plus loin avec le suivi de ça, il y a moi je propose toujours 3 solutions qui vont être adaptées aux personnalités et à l'envie, on va dire à la flemmardise des gens. Tu as la méthode des enveloppes qui va être de mettre en gros, un budget par enveloppe, tu vois? Tu vas retirer, je sais pas moi, 800 € et tu vas mettre 200 € dans une enveloppe courses, 100 € pour l'essence, 300 € pour les sorties, un truc comme ça. Tu as une autre méthode qui va être, j'appelle ça la méthode carnet de notes, où tu peux le mettre sur l'Excel, mais en gros, ça va être le fait de noter tes dépenses, de dire toutes tes dépenses, tu vas les noter, tu vas les faire rentrer dans chaque catégorie. Mais moi, je préconise plutôt la troisième méthode qui est la plus automatisée, un peu pour les plus gros flemmards comme moi. Ça va être, l'application où en gros, trouver une application qui va synchroniser tes comptes et dans lequel tu vas pouvoir, faire tes budgets en début de mois et tu as les dépenses qui tombent automatiquement sur ton compte et tu vas pouvoir catégoriser, en fait, les dépenses dans les bons budgets et ça permet en gros d'éviter, de trimballer du clic tout le temps avec tes enveloppes. Ça va t'éviter de noter tes dépenses ou de garder les tickets de caisse qui peut être quand même très chronophage et très, très embêtant et donc voilà et l'application moi que j'utilise s'appelle Gérer mes comptes. C'est un peu comme Bankin, sauf que, elle est gratuite. Enfin les fonctionnalités qui nous intéressent en tout cas sont gratuites. L'interface n'est pas la plus sexy du monde, hein, je vais pas mentir là-dessus, mais par contre voilà, elle est gratuite et elle fonctionne très bien donc pour ceux en tout cas qui veulent vraiment aller plus loin sur, gérer leur budget variable, Gérer mes comptes, ça fonctionne très bien. OK, bah, écoute, hyper intéressant. Je vais regarder ça, parce que j'utilise Banking, mais je suis aussi limité par je suis pas prêt non plus à payer la version, payante. Tu disais en Ouais, c'est off ça, je trou que
Ouais, pardon. Vas-y, je t'en Non, prie. dis-moi, vas-y. Je te disais en off que moi j'étais pas un maître Yoda de la Du gestion budget. de budget et que j'avais toujours, je m'étais toujours dit, bah, allez, je préfère travailler un peu plus et être large pour finalement ne jamais avoir à compter un petit peu. Mais Mmh. je me rends compte que même sur les gens qui sont dans cette situation-là et qui sont finalement sont assez larges, savent que ils arrivent à épargner tous les mois. Euh, et ben il y a une raison pour laquelle c'est hyper important de budgétiser, c'est notamment pour pouvoir multiplier les opérations immobilières et aller voir la banque et montrer que tu sais exactement d'où vient ton argent et comment tu le Mmh. dépenses. Et ça, j'avoue que je pense que c'est un manque sur mon dossier bancaire quand je me confronte à des banques. C'est que il y a un peu, il y a de l'épargne, il y a Mmh. des revenus qui tombent, mais alors j'ai aussi plusieurs sociétés, plusieurs biens, plusieurs petits side business, donc c'est plus difficile à mettre en avant. Mais il me manque, je pense, un budget hyper précis pour convaincre mes banquiers. Bah, c'est vrai que pour l'avoir fait il y a pas longtemps pour mon dernier projet, en ayant fait un dossier bien ficelé, ça a vraiment plu à la banquière, tu vois, de lui montrer où part ton argent, tu vois? Alors après, tu pas obligé, tu vois, si tu as vraiment des revenus confortables et que tu vraiment aucun souci, tu pas obligé, tu vois, d'aller aussi loin dans la gestion de budget. Mais je pense que faire l'exercice 1 ou 2 mois, en tout cas, pour voir à peu près au moins combien tu dépenses par poste de dépenses, tu vois? Combien sur 2 3 mois, combien tu en as en bouffe, au moins en bouffe, en carburant et sur les sorties, tu vois? Au moins ça, pour avoir une idée et tu sais, le mettre en avant auprès de ta banquière et tu lui montres un petit tableau, tu dis: «Bah, voilà, moi je gagne, je te dis n'importe quoi, je gagne 3 000 €, j'ai 1 000 € qui part en charge fixe, j'ai 1 000 € qui part en charge variable et j'ai 1 000 € d'épargne». Juste, tu lui montres ça, ça peut la rassurer, ça lui prouve que tu as fait l'exercice, ça prouve que tu sais où part ton argent et puis voilà, ça passe en général, plutôt bien, quoi. Ouais, on le répète jamais assez, il faut trouver les moyens d'être irréprochable et limite impressionnant quand tu vas voir la banque parce que les conditions sont de plus en plus dures et d'acquisition d'obtention des crédits. Donc il faut rentrer dans ces 10 ou 20% de dossiers qu'ils De arrivent à dossiers faire à part, ouais. passer Mmh. en dehors de ces règles de l'AMF, etc. Et enfin, c'est même pas l'AMF, La HCSF. l'HCSF exactement. Et du coup, voilà, il faut avoir des dossiers hyper bien présentés et des chiffres hyper clairs là-dessus. Mmh. Bah, tu vois, tant qu'on est sur le sujet, je peux peut-être donner 1 ou 2 astuces, que j'ai mis en place. Alors tu dois certainement les connaître, mais tu vois, c'est par exemple, dans le dossier, j'ai précisé enfin, j'ai montré que j'avais de l'épargne automatique qui partait tous les mois, tu vois? Ouais. Et je nommais cette épargne. C'est un détail bête, tu vois? Mais quand il regarde tes 3 derniers relevés de compte, s'il voit que sur les 3 derniers mois, le 2 du mois, tu as 200 € qui partent vers ton livret A, 200 € qui partent vers un PEA, 100 € vers une assurance vie, que les 3 derniers mois, c'est ça tous les mois et qu'en plus, tu évidemment pas découvert, tu pas de crédit, enfin que voilà, que tu es large, bah, ils savent, ils se disent: «Bon OK, bah, en fait, déjà de base, la personne est capable d'épargner 500 € par mois en automatique, sans réfléchir» et puis lui, ça lui facilite la lecture au banquier. Il voit où part ton épargne, il voit que c'est de l'épargne, bah, sur un livret déjà, après de l'épargne qui part en bourse aussi et je pense que ça fait aussi son petit effet, auprès du banquier ou de la banquière, quoi. Oui, et puis ils aiment bien la stabilité, les choses qui se font en automatique. Ça, la preuve même, c'est que voilà, un revenu CDI, ils sont hyper contents, ils prennent tout en compte. Quand tu parles d'un revenu d'auto-entrepreneur, par exemple, où tu fais des mois à zéro et des mois à 10 000, tout de suite, ils ont beaucoup plus Ah, de ils aiment mal pas, à hein. le lire et à le prendre en compte, quoi. Alors que parfois, C'est la clair. somme finale, elle est plus intéressante sur une situation Ouais, que auto-entrepreneur. sur un salarié, ouais, mais Mais le banquier, il a souvent du mal à comprendre le truc et il faut le comprendre aussi, en effet. De toute façon, son travail, c'est de limiter le risque de c'est l'opération ça. et plus c'est lisse, plus c'est lissé, plus il est rassuré, quoi. OK, C'est clair. hyper intéressant là-dessus. J'aimerais bien, qu'on parle un petit peu d'épargne et de savoir comment, parce que dans le budget, il y a en effet, comment économiser l'argent, Mmh mh. comment aussi le dépenser dans les bonnes choses et cetera. Il y a un pilier qui est hyper important, c'est la partie, investissement. Comment tu investis ton épargne? On peut se donner un exemple, par exemple, où tu aurais, 20 000 € de côté, Mmh. aujourd'hui, donc épargne plutôt confortable. Comment Mmh. quel conseil tu donnerais justement pour investir ces 20 000 €?
comment un peu en pourcentage ou en somme, sur quelle enveloppe tu placerais ces 20 000 euros? Alors, je vais faire une réponse un peu de Normand qui va être de dire, ça dé la Ça réponse un dépend. peu que tous les conseillers de gestion patrimoine te diraient, c'est ça va dépendre de ta situation, de ton objectif, de ton aversion au risque et tout le tralala, mais je vais quand même te donner une réponse plus concrète, t'inquiète pas. Mais effectivement, oui, ça dépend de tout ça, mais moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà, ça dépend si tu as ton épargne de précaution de constituer. Déjà, voilà, est-ce que tu as bien 3 mois de salaire de côté sur un livret disponible en cas de coup dur? Si tu les Ouais. as, voilà, on part de ce principe-là parce que c'est quand même important de, voilà, d'avoir ça parce que si tu mets 20 000 euros en bourse et que tu as un coup dur et qu'il y a un crash, bon, tu vois, c'est pas forcément la meilleure façon de le placer. Donc, on va partir du principe que tu as une épargne de précaution. Et, alors, je vais faire deux cas. Je vais te dire le cas un petit peu lambda d'un débutant d'un débutant, quelqu'un qui est dans une situation lambda et qui démarre un investissement. Et après, je vais te dire mon cas à moi avec ma personnalité et puis mon objectif actuel. OK, ça me Donc va bien. parce que du coup, ce sera pas du tout la même chose. Une personne qui démarre l'investissement, je lui dirais avec 20 000 euros de mettre 10 000 euros, le garder alors sur un livret, mais pas pour le faire fructifier, mais pour servir d'apport pour un projet immobilier qui va tout simplement faire jouer l'effet de levier. Hein. Donc en gros, les 20 000, on les coupe en deux, on en met 10 000 pour l'immobilier pour soit payer les frais de notaire et du coup emprunter le reste. Et dans l'idéal, ne pas payer les frais de notaire, mais montrer à la banque qu'on a ces 10 000 euros pour emprunter à 110%, même si aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, je mettrais 10 000 euros en immobilier, pour l'immobilier physique, et les autres 10 000 euros, je les investirais en bourse où je mettrais moitié PEA, moitié compte titre, et j'investirais principalement en ETF. OK. Tu nous fais un petit point sur, les ETF? Alors, on a déjà expliqué un peu ce que c'est, mais on peut revenir dessus, ça fait pas de mal. Et comment tu les choisis? Dans avec quel véhicule, tu investis dans les ETF? Alors, la définition de l'ETF, c'est quelque chose, c'est un produit financier qui va répliquer en fait un indice. Donc par exemple, le plus connu en France, ça va être le CAC 40. Si tu veux, l'ETF CAC 40, il va permettre d'acheter les 40 entreprises du CAC 40, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'avec un ordre de bourse, tu vas être ultra diversifié et tu peux investir avec très peu, quoi. Il y a des ETF qui valent 20 ou 30 balles. Donc c'est le gros avantage de l'ETF. Donc tu vas pouvoir être diversifié et en plus, tu vas limiter ton risque, hein, parce que tu vas investir sur 40 entreprises en même temps et en plus, tu vas investir de manière passive. C'est-à-dire que tu vas pas essayer de faire mieux que le marché, tu vas juste suivre le marché. Donc c'est pour ça que pour un débutant, l'ETF, c'est vraiment adapté et en plus, les frais sont vraiment très faibles. En général, c'est entre 0,1 et 0,4% suivant l'ETF que tu choisis et ça va être beaucoup moins qu'un fonds d'investissement qui prend en général à peu près 2%, tu vois? Donc ça, c'est pour l'explication de l'ETF et puis tu m'as demandé une autre question, je crois. C'était quoi l'autre Je te question? demandais, finalement quelle plateforme ou est-ce que tu as investi via une assurance vie, un PEA, via quelle banque? Qu'est-ce que tu nous conseilles très concrètement? Ouais. Alors l'assurance vie, ça peut être bien, mais il faut savoir que l'assurance vie prennent quand même des frais, en fait, de gestion. Sur les unités de compte, ils prennent, pour les meilleurs, ils prennent 0,5%. Donc je conseillerais plutôt d'aller sur un PEA. Sur un PEA ou un compte titre, hein, suivant quel type d'ETF vous voulez, sachant qu'avec les PEA, vous pouvez quand même investir aux États-Unis avec ce qu'on appelle les ETF synthétiques. Et après, sur les comptes titres, on a un peu plus le choix. On peut choisir un petit peu des secteurs un peu plus particuliers. Par exemple, on peut choisir un secteur tech, des secteurs, je sais pas, sur le changement climatique. On a plus de choix, on va dire, sur un compte titre que sur un PEA. Donc, je dirais que si vous voulez pas trop vous embêter, vous prendre un indice qui suit, on va dire le MSCI World, qui est l'indice qui suit les 1600 plus grosses boîtes du monde, allez sur un PEA, par exemple, ou un ETF S&P 500 qui suit les 500 plus grosses boîtes américaines. Le PEA, il y en a, ça fait très bien l'affaire. Et si vous voulez aller rentrer un peu plus dans le détail, peut-être prendre un peu plus de risques du coup, et voir investir sur un secteur en particulier, hein, ça peut être, je sais pas moi, le secteur du cannabis, comme le secteur de l'immobilier, enfin vraiment un secteur particulier. Du coup, sur le PEA, il y aura pas grand-chose, donc il faut plutôt aller sur des comptes titres. OK, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut espérer comme
comme rendement et comme risque sur ces ETF que tu aurais cités, pour, voilà, pour se rendre compte un petit peu par rapport à un livret A, à 1% d'ailleurs, qui vient de doubler, où il y a zéro où il y a 0 risque, mais aussi, quasiment aucun rendement, enfin inférieur à l'inflation. Il y a peut-être encore des fonds euros où tu peux toucher 2%. Hem, on a parlé un peu des Ouais, ils sont de plus SCPI. en plus rares, hein, mais Ouais, on a parlé des SCPI où tu peux espérer 5 à 7%. Qu'est-ce que tu peux espérer sur un mmh. ETF, notamment ceux que tu as cités? Ben, j'ai envie de dire que ça va dépendre, forcément des conditions de marché et comment évolue la bourse, mais on sait que historiquement, tu vois? Alors, je prends pas trop de risques en disant ça, mais historiquement, la bourse, elle a fait, 10 par an depuis 150 ans, tu vois? Elle fait 10 net par an, donc ça reste historiquement le meilleur placement, qui d'autant plus est beaucoup plus passif, que de l'immobilier. Je parle d'immobilier physique, hein, quand je parle de passivité. Donc on peut espérer ça. Alors, ce sera pas 10 tous les ans de manière sûre, évidemment. Il y aura des années, peut-être ça fera 30 comme l'année dernière, ou des années où il y aura un crash et ça fera -20, tu vois? Enfin, il y a rien qui ne peut prédire l'avenir sur le sujet. Mais historiquement, on sait que ça fait 10 par an. Donc c'est moi, personnellement, ce que j'espère en choisissant un ETF, on va dire passif. J'espère ça, quoi. Je sais que l'indice monde, il a fait plutôt 8. Le S&P 500, il a fait plutôt 10. Donc il faut compter, ouais, voilà, entre 8 et 10 suivant les ETF que vous choisissez et puis, évidemment, je parle du long terme et lissé annuellement, quoi. OK. Est-ce que tu penses qu'on est sur un bon moment pour se lancer dans la mesure où les marchés ont jamais été aussi hauts? Alors il y a eu une petite correction là sur les derniers mois. Pour ceux qui nous écoutent, on est en février, 2022. Il y a eu des corrections surtout sur, des La grosses partie actions tech, ouais. tech, des actions qui ont fait énormément de croissance. Moi, c'est des actions que j'avais beaucoup privilégiées depuis 2017. Donc oui, j'ai Mmh. pris des -20, -30% sur des Google, des Facebook, des Twitter. Après, j'avais pris 150% depuis 2018. Donc Ouais, je c'est suis des pertes plutôt OK. relatives, quoi. C'est relatif, mais c'est quand même bon, hein, c'est quand même impactant. Mmh. Comment, hem, mince, j'ai perdu ma question. Heu, Ouais, est-ce que c'est le moment, quoi? Est-ce que exactement, c'est qu'est-ce que j'en exactement. pense du moment en Voilà. ce moment? Alors c'est toujours une question un peu délicate parce qu'effectivement les marchés sont très hauts, hein, il y a eu le crash du corona et puis maintenant on est remonté encore plus haut. Donc on se pose toujours la question, surtout quand on démarre, bon on se dit toujours: «Je vais attendre le crash, pour investir». Le problème, c'est qu'en se disant ça, on peut aussi attendre le crash pendant 10 ans et rater la performance, tu vois? Donc, moi, ce que je dirais pour la personne qui se demande si c'est le bon moment, c'est de commencer maintenant, mais toujours avec des petites sommes, tu vois? Si tu as 10 000 € à investir, n'investis pas tes 10 000 aujourd'hui, commence avec, 100, 200, 300 et investis régulièrement. Comme ça, si demain ça crache, eh ben, tu auras toujours tes liquidités pour continuer à investir et puis si ça monte, eh ben, tu auras profité de la performance, quoi, tout simplement. Donc, malgré le fait que les marchés soient hauts, commencez quand même parce que le fait de commencer déjà à investir, de base, en fait, tu vas commencer à t'intéresser plus, tu vois? À partir du moment où moi, je considère qu'à partir du moment où tu mets du vrai argent dans un investissement, tu vas aussi tu vas avoir tendance à plus creuser le sujet, plus t'intéresser et du coup, après, bah, tu développes un intérêt, donc tu vas comprendre mieux comment ça se passe. Alors que si tu attends, bon, au final, tu vas le regarder de loin et puis tu vas jamais vraiment rentrer dedans, quoi. Ouais, très bon conseil. J'ai enregistré un épisode avec Delphine qui sera peut-être sorti, peut-être pas sorti quand celui-ci sortira. Et, Mmh. et je lui ai posé une question qu'elle a l'habitude de poser sur son podcast. Et c'est pas la question avec 20 000 euros, c'est la question avec 100 euros. Si tu avais 100 euros, où est-ce que tu les investirais pour que ça ait le plus d'impact possible? Et elle donné une réponse assez marrante qui était de dire bon, il y avait des livres, etc. Et après, il disait oui, je mettrais 20 euros sur une enveloppe un peu d'investissement juste pour se rendre compte, tu vois, Mmh. de ce que ça donne. Et c'est toujours ce que je conseille autour de moi aux gens qui n'ont pas encore investi, on se sont pas encore intéressés à ces sujets. Commencez en effet avec des petites sommes, vous verrez que en fait Ouais, mais même l'impact avec 100 balles, émotionnel. hein, c'est ça, enfin, même, par exemple, je pense aux cryptos, tu vois, qui est encore Ouais. beaucoup plus volatile et plus risqué et tout.
mets déjà 50 balles et tu vois comment tu réagis, ou 100 euros, et tu vois, parce que voilà, les crypto, c'est niveau émotionnel, c'est un peu plus violent, quoi. C'est quand tu prends un moins 30%, tu vas voir comment tu réagis. Est-ce que ça va, ou est-ce que tu vas avoir envie de vendre tout de suite? Si tu as envie de vendre quand ça fait moins 20, bon, bah, c'est peut-être pas pour toi, tu vois, ou, enfin, c'est pour ça que je pense que il faut, voilà, commence même avec une petite somme, commence. Et si tu as une grosse somme à placer, mets pas de tapis tout de suite, quoi. C'est vraiment pour moi une erreur de commencer par mettre tapis, parce que tu sais pas comment tu vas réagir, tu sais pas comment les marchés vont réagir et comment toi tu vas réagir si le marché il fait grise mine, tu vois. C'est ça. Même conseil sur vos premières parties de poker, faites pas tapis pour le premier tour. Allez-y doucement. En général, c'est un bon conseil. Ouais, moi, sur le profil d'investissement que tu donnais, je trouvais en effet qu'il manque, d'un point de vue perso, il me manquait une petite enveloppe sur les 20 000 hyper dynamiques, qui soit un peu plus fun, etc. Mais tu m'as dit que tu allais me présenter ta répartition à toi sur les 20 000 euros. Du coup, j'avais presque oublié. Hâte de savoir ce que t'en penses. Ouais, bah alors du coup, là, je vais te mettre dans ma situation par rapport à mon patrimoine et mon objectif, hein. C'est parce que, alors, dans les 20 000, je vais pas mettre d'immobilier physique direct parce que, bah, j'ai déjà, sur mon patrimoine global, je suis déjà ultra pondéré en immobilier direct. Donc, sur les 20 000, je mettrai 10 000 euros en bourse pour compléter, compte titre principalement. Parce que j'ai déjà pas mal sur le PEA, donc je compléterai plutôt le compte titre. Plutôt compte titre parce que, pourquoi? Pour la liquidité, pour Ouais, c'est pour la choix liquidité, d'actions? c'est ça. Ouais. Parce Ok. que, en fait, c'est un truc qu'on parle peu, tu vois, c'est que le PEA, c'est très bien, tu as l'avantage fiscal et tout. Par contre, ben, c'est moins liquide. Enfin, si tu veux profiter de l'avantage fiscal, tout ça, enfin, faut pas que tu retires avant les 5 ans. Alors que le compte titre, tu as quand même cet avantage-là de pouvoir laisser en liquidité pour saisir les opportunités et te dire aussi, bon, ben, enfin, je peux toujours le récupérer pour réallouer ce capital plus facilement, tu vois. Ouais. C'est plus flexible, je trouve. Donc voilà. Et puis en plus, il n'y a pas de limite, que ce soit en termes de, enfin, ouais, limite de plafond déjà, et puis en termes de limite même de géographique, tu vois, c'est beaucoup plus flexible. Donc ouais, je mettrais plutôt 10 000 sur le compte titre aujourd'hui. Je mettrai, je continuerai à investir en SCPI, parce que j'ai commencé là en janvier, j'ai mis vraiment 1 000 euros pour tester. Et bah, je suis de plus en plus convaincu que ça peut être pas mal, tu vois, en termes de passivité, immobilier passif, ça a l'air vraiment bien. Donc je mettrai 5 000 sur la SCPI et je mettrai ensuite 3 000 sur les matières premières. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aime beaucoup le portefeuille de Ray Dalio, le portefeuille 4 saisons. Je sais pas si ça te parle? Ouais, complètement. Je mettrai un lien vers, peut-être dans la newsletter ou dans la description pour présenter ça aux auditeurs. Ouais. Et je trouve que le portefeuille 4 saisons, il a quand même montré, voilà, sa résilience un petit peu, voilà, dans toutes les crises, et mettre un peu d'or et de matières premières, même si ces derniers temps ça a quand même pas mal monté, mais d'avoir toujours une petite allocation là-dessus, c'est bien parce que c'est vraiment décoléré du reste, en fait. Si un jour l'immobilier, la bourse crash, ben, l'immobilier et l'or, il peut faire vraiment complètement le contraire. Donc je pense que c'est bien, tu vois, d'être un peu plus exposé, et aujourd'hui je le suis pas du tout, enfin, ou très très peu. Donc je renforcerai là-dessus. Et je mettrais les 2 000 derniers, je les mettrais dans un truc un peu plus, je dirais pas exotique, parce que c'est pas exotique, mais c'est quelque chose que je teste et que j'aime bien, qui est le prêt entre particuliers. Ok. Sur ça, je connais assez peu. Tu peux nous en parler un peu? Alors, ouais, alors en gros, c'est le fait de prêter à des, alors je dis prêt particulier, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt du prêt aux entreprises que je fais. Enfin, je fais les deux, particuliers et entreprises, mais plutôt du prêt aux entreprises, où en gros, ben, t'as une boîte, hein, qui a besoin de financement, et c'est un peu comme du crowdfunding, tu vois, mais enfin, c'est les particuliers qui vont financer. Ok. Et moi, j'utilise October, Ouais. une plateforme française. Alors voilà, moi j'ai un rendement moyen qui est à peu près de 6% net. Donc c'est pas la performance la plus dingue, mais je trouve que le rapport rendement-risque, il est très correct, tu vois. Ça fait 2 ans que j'utilise, j'ai jamais eu aucun défaut de paiement, et voilà, c'est à 6%. Donc voilà, je consoliderai aussi ce placement. Ok. Bah écoute, hyper intéressant comme portefeuille. Tu t'as déjà fait un peu de crowdfunding immobilier ou pas du tout? Ouais, aussi, bah, Ouais. j'ai interviewé Quentin Romet là, de Homunity, il y a quelques mois. Ouais. Et du coup, j'ai investi là-bas. Bon, j'ai fait un test aussi, hein, j'ai mis 1 000 euros, puis je trouve que c'est pas mal aussi. Alors j'attends quand même un petit peu pareil d'avoir, bah, d'avoir peut-être des premiers remboursements qui arrivent pour peut-être développer, mais vraiment sur le long terme, tu vois, je pense que plus je vais vieillir et moins j'aurai envie de gestion Ouais. locative.
Donc je me dis que peut-être dans 5-10 ans, il y a des grandes chances, tu vois, que quand je vende un des biens immobiliers, ben je reste exposé à l'immobilier, mais je le mettrai, je le diversifierai en SCPI et crowdfunding, tu vois? OK. Je pense Comme ça, je que resterai en IMO, mais ce sera passif, tu vois? J'aurai moins de rendement, mais je gagnerai en temps et en énergie, quoi. je suis assez aligné avec ton avis sur les SCPI aussi et j'ai investi, pas plus tard que cette semaine, j'ai investi une belle Ah somme oui. dans les SCPI, avec mon partenaire Iroko dont j'ai déjà parlé. C'est hyper bien de se dire que, bah, voilà, tu vises 7 de rentabilité. 7 quand tu vois les pubs, par exemple, des investissements clés en main et cetera qui te vendent du 5-6, mais tu as quand même un investissement physique, un appartement que tu vas gérer, Mmh. tu peux t'imaginer des tas de choses de vacances locatives, etc. Donc, tu as toujours des avantages d'enrichissement passif et latent avec l'immobilier sous crédit, etc. Mais la SCPI, tu peux aussi déjà faire de l'emprunt pour le faire et vraiment se dire que tu peux faire du 7% sur des biens en plus qui sont un peu difficilement accessibles. Je pense notamment à des entrepôts, tu vois, investir dans des entrepôts, Mmh. c'est hyper solide, hyper résilient aussi aux crises, etc. Difficile à faire soi-même. Et ça, c'est Ouais, une, c'est c'est une clair. manière de faire où en effet, t'as absolument rien à gérer. Donc franchement, si vous choisissez bien vos enveloppes de SCPI, c'est une très bonne manière soit de diversifier si comme nous deux, bah, vous avez déjà de l'immobilier, et ou même de se lancer si vous n'avez pas encore l'envie ou le temps à consacrer à l'immobilier. C'est un bon premier pas dedans. Moi, je le dis, en ce moment, je le conseille à ma petite sœur qui a pas trop le temps de gérer, qui part à l'étranger, etc. Là, c'est le moment du coup de mettre un petit billet et de faire juste fructifier ça et de commencer à comprendre les mécanismes de l'investissement immobilier. Non, mais c'est c'est clair. Moi, tu vois, j'ai été longtemps, j'ai eu longtemps de fausses idées, tu vois, sur les SCPI. Je me disais toujours, «Ils prennent trop de frais, c'est trop compliqué, machin», enfin, c'est trop compliqué. J'ai pas assez la main mise dessus. Il y a trop de gens qui prennent, de frais sur enfin, trop d'intermédiaires, on va dire. Mais au final, j'ai compris, tu vois, avec le temps, en me formant et puis en discutant avec, d'autres investisseurs que, dans tous les cas, les 8 à 10 de frais que tu payes, quand tu achètes tes parts, c'est pareil que tes frais de notaire, en fait, quand tu achètes de l'immobilier physique. Ouais, Donc on va dire, pour être à l'équilibre, il faut 2 ans dans tous les cas, que ce soit du SCPI ou de l'immobilier physique. Et puis après voilà, je me dis aussi, quand même, juste sur le rendement, je te parle pas de la performance, déjà 4 à 5 de rendement net, sans rien faire, c'est quand même beau, tu vois? Et ça reste de l'immobilier, donc ça reste quand même plutôt sûr, sur des choses en plus que, bah, comme tu dis, tu peux pas forcément acheter toi, hein, et puis en plus, c'est diversifié tout de suite, et puis avec la revalorisation des parts, on peut, bah, facilement arriver au rendement que tu as annoncé là, 6-7, donc ouais, je suis aussi convaincu que la SCPI, c'est, enfin, tu vois, ça peut être l'investissement immobilier pour paresseux, tu vois? Qui qui ont pas envie de s'emmerder avec, faire le tour des banques, le notaire, les travaux, enfin tout ce qui peut être, la gestion des locataires, tout ça. Et et c'est quand même quelque chose qui m'a convaincu dernièrement, ouais. c'est clair. En parlant de toutes ces galères, toi, tu as fait un peu d'immobilier aussi d'immobilier En physique. direct. Tu peux nous parler un peu de tes premiers investissements? Complètement, bah, là, je suis en train de faire le troisième. Donc OK. j'en ai fait, alors moi, j'ai pris mon temps parce que j'ai eu pas mal de trucs personnels qui ont fait que j'ai pas forcément pu enchaîner. Mais j'ai commencé en 2017 avec un appart à Marseille. Alors j'habitais à Paris et j'investissais à Marseille, donc très logique. Donc je faisais les allers-retours. C'est assez compliqué pour trouver la bonne affaire, mais bref. J'ai fini par trouver une affaire qui n'était pas la meilleure affaire du monde, mais au moins je suis passé à l'action. Ce que je me suis dit, et aujourd'hui je regrette pas du tout parce que, ben, si je l'avais pas fait, si j'avais attendu l'affaire du siècle, j'aurais rien fait. J'ai commencé avec un studio à Marseille. Alors je vais te donner des chiffres grosso modo pour que les gens aient un petit peu d'idées sur ce que j'ai pu faire. Avec plaisir. Le On adore les chiffres chez Ça fait un Ouais, je bail. sais, bah, vu que j'écoute beaucoup ton podcast, je le sais, donc je m'aligne sur, sur tes Trop bien. critères. Le premier, ouais, donc je l'ai payé 79 000, c'est dans le 5e à Marseille. Je suis à côté de l'université de la Timone, qui est une université de médecine, donc je visite des étudiants, et j'ai un loyer qui est de 560 € pour une mensualité de 406 €, donc j'ai 150 € de cash flow, mais c'est brut, mais quand tu enlèves toutes les charges, taxes foncières, enfin tout, en fait, je suis à l'équilibre pile, quoi. Voilà, pas de cash flow net positif, mais je sors pas un euro.
Donc, bon, ça n'a Sur, pas été quand même... Oui, sur pardon. ces opérations-là, faut bien réaliser que, donc en effet, on parle de cash flow à 0 euros, etc. Faut quand même se dire qu'il y a sur tes 560 euros, non, 460 euros de mensualité, t'as presque 100% qui sont. T'as un petit peu d'assurance et un peu d'intérêt, mais t'as plus de 400 euros qui sont du remboursement. Donc en fait, vous les Ouais, gagnez pas tout de capitalisé, suite. ouais. Vous les gagnez pas tout de suite, mais c'est quand même 400 euros par an qui viennent s'ajouter à votre patrimoine net chaque mois. C'est énorme. Et en plus, vous avez de l'immobilier marseillais. J'ose même pas imaginer depuis 2017 combien ça a pris. Je sais pas si tu as une petite idée, mais Ouais, je l'ai fait réestimer il y a pas longtemps, ouais, justement pour faire financer mon nouveau bien. Je l'ai payé 79 et là aujourd'hui il est estimé vers 95, à peu près ok, 95 000. Et encore, c'était une estimation que j'ai fait sur internet. Donc après, je sais pas, vu que j'ai fait des travaux en plus depuis, je pense qu'il est un petit peu plus, mais c'est vrai quoi, il a déjà pris. Donc si tu comptes ce que j'ai capitalisé plus la plus-value, ça fait voilà, c'est cool, tu vois. Enfin, je suis vraiment content d'être passé à l'action, même si aujourd'hui, ça me fait pas un complément de revenu direct, mais voilà, c'est quand même, ça reste quand même une affaire intéressante. Enfin, c'est quelque chose de clair. très bien et que je regrette pas du tout et qui est top. Et le deuxième, c'était en région parisienne, donc j'étais toujours à Paris et bon, vu que c'était quand même assez cher, je voulais absolument en fait investir proche d'une gare du Grand Paris pour profiter, parce qu'en fait j'ai travaillé pour la Société du Grand Paris pendant pas longtemps, mais voilà, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. Je me dis bon, niveau immobilier, ça doit être cool. Bon, Il se passe des choses. ouais, il se passe des choses. Donc du coup, la carte du Grand Paris, je la connaissais par cœur, toutes les stations. Donc j'ai commencé à rechercher toutes les stations qui allaient accueillir des gares. Et alors évidemment, les prix avaient déjà pas mal monté. Hein. Je suis pas le premier à avoir pensé. Donc forcément, les prix avaient déjà monté, surtout dans les communes qui restaient proches de Paris. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose, donc à Noisy-le-Champ, qui est une gare qui va accueillir la ligne 15, la ligne 15 Sud, la ligne 16 et potentiellement la ligne 11. Donc ça va devenir quand même un gros hub. Et j'ai trouvé un truc vraiment intéressant, pas trop cher. Et donc, pour te parler en chiffres, alors c'est un peu bizarre parce que on y a d'abord habité. Je l'ai cherché comme investissement locatif, vraiment en pensant en chiffres. Hein, mais c'était un moment où il fallait qu'on soit logé avec ma femme et on n'est plus d'appart, donc ça tombait bien. Vu qu'il faisait 40 mètres carrés, on s'est dit bon, tant mieux, on va habiter là-bas. Donc, on a commencé par y habiter. Mais en termes de chiffres, il fait, on l'a acheté 135 000. On a fait les travaux nous. Alors, il y en a un petit peu sous-traité, mais la plupart on a fait nous. Mais en tout, j'ai dû payer peut-être 5 000 balles de travaux, donc c'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'on a fait. Et il est loué donc en meublé aussi à 850 €. Donc voilà, il est au pied de la gare, meublé, refait à neuf et tout. Donc, et vu qu'on a déménagé donc à Avignon en mai 2021, il est loué depuis ça. Et là, j'ai une mensualité de 540 €, donc avec une mensualité de 850. Si tu additionnes toutes les charges, je suis à entre 100 et 150 € de cash flow net, là, du coup, dans ma poche, vraiment tous les mois. Ok, trop bien. Et là, tu me disais que tu étais sur un nouveau projet sur de la colocation, c'est ça? Exactement. Et donc, du coup, on est arrivé à Avignon, on s'est tout de suite mis en marche pour investir. Donc, bon, ça prend toujours un peu de temps parce que tu vois, contrairement à d'autres gens qui, à mon avis, c'est beaucoup mieux de faire comme ça et comme tu as fait, c'est d'investir quand même au même endroit parce qu'à force, tu connais le secteur, t'as ton réseau. Là, moi, à chaque fois, je me suis redoublé de travail parce que j'ai dû refaire le réseau, j'ai dû réétudier le Bien secteur, sûr. refaire 50 visites. Enfin, c'est quand même assez chronophage. Mais c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce que du coup, tu t'apprends justement à pouvoir identifier des bonnes affaires dans de nouveaux endroits. Moi, j'ai toutes mes Ouais. annonces, j'ai toutes mes alertes, pardon, sur Le Bon Coin, Se Loger, sur les zones que je connais bien. Et quand ça sonne, j'appelle et soit j'achète, soit je positionne un ami ou un auditeur dessus. Mmh. Et en fait, j'adorerais avoir 2 ou 3 autres zones comme ça que je maîtrise bien pour pouvoir un peu en un clin d'œil savoir si c'est une bonne affaire ou pas, quoi. Le gros avantage, moi, que je trouve, en ayant 3 villes différentes, c'est que tu es quand même diversifié géographiquement, tu vois.
C'est Aussi. que si, j'en sais rien moi, si demain, le marché de l'Île-de-France, il s'effondre, tu vois? Bon, j'y crois pas trop, hein, mais mais si demain il s'effondre ou celui de Marseille s'effondre, bon, ben, tu vois, ça compensera avec une autre ville, quoi, tu vois? J'ai pas tous mes œufs dans le même panier géographique. C'est ça, moi, qui me rassure, mais c'est vrai que ça demandait quand même beaucoup plus de travail, tu vois, que si j'avais fait 3 apparts au même endroit, quoi, clairement. Ouais. Elle est où, quelle taille, un peu de quelques caractéristiques de ta future coloc? Alors, c'est 70 mètres carrés. Je suis à côté des remparts, juste derrière la gare SNCF, donc l'emplacement, il est vraiment top. Je suis donc 70 mètres carrés, deuxième étage. C'est un, comment dire? Je l'ai payé 83 000 €, OK, pas cher. donc vraiment pas cher. Donc avec plus de travaux pour le coup, hein. J'ai à peu près, entre 15 et 20 000 de travaux à faire. C'était un T3, que j'ai transformé en T4, donc la cuisine est devenue une chambre et du coup, il y a une cuisine ouverte sur salon. Et voilà, donc ce sera 3 chambres en coloc et donc voilà, là, on est en plein travaux. Enfin, c'est un artisan, hein, qui fait la plupart des travaux et nous, on fera les finitions et avec ma femme et voilà pour la typologie. On est vraiment à 2 minutes du centre-ville, donc des remparts, donc ça, c'est vraiment bien parce que tu vois, par exemple, je pourrais faire de la courte durée aussi pour le festival d'Avignon qui est Ouais. ultra demandé et mettre en étudiant pour l'année. Alors, ça demandera beaucoup plus de temps en gestion, donc c'est ce qu'on veut essayer la première année. Après, on verra comment on fait les années suivantes si on veut peut-être avoir un peu moins de gestion. Et on prévoit de louer, alors c'est que des chiffres théoriques, hein. On prévoit de louer 350 € la chambre. OK. Donc bon, tu vois, c'est le marché avignonnais, donc c'est pas les mêmes prix qu'une chambre à Marseille ou à Paris, mais je sais que ça se loue entre 350 et 400 €, la chambre à Avignon. Donc nous, on va viser la fourchette basse pour éviter le turnover. C'est bon, c'est une stratégie, on va voir si ça marche. Mais voilà, donc ça ferait 350 fois 3, ça ferait 1 050 €, pour une mensualité de 450 €. OK. Donc ça nous ferait un Là, cash flow brut de 600 et avec les charges, il y a à peu près entre 150 et 200 de charges mensuelles, donc ça nous laisserait à peu près 400 € de cash flow net, par mois. OK. Hors courte durée. Courte durée, on boosterait bien plus parce que, voilà, il paraît qu'en juillet, ça peut être vraiment, on peut mettre des nuits, vraiment à des prix impressionnants, donc je m'avance pas, mais ça, c'est on va dire le scénario le plus pessimiste. Ça pourrait être boosté avec le festival. OK, bah, écoute, bravo, super, super opération, j'ai l'impression. Et tu es où là? Tu es bientôt en loc? Non, là, ils ont commencé les travaux il y a 3 semaines. En gros, OK, ils finissent la salle de bain, il faut poser le sol, mettre la peinture, poser la cuisine, enfin, il y a encore du taf. ça marche. Et le marché du coup, d'Avignon et de la région, région PACA et cetera, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue IMO? J'ai parlé un petit peu avec Max, le collectionniste, il y avait pas mal de ces magnifiques maisons, villas qui étaient dans le Luberon, pas très loin, tu as identifié des petites choses qui sont intéressantes dans cette zone-là? Alors dans le Luberon, pas forcément, mais j'ai vu que oui, c'est très cher. Ouais, Que c'est assez cher, donc je suis pas certain qu'en investissement ou en rentabilité, ce soit ultra intéressant. Pour du patrimonial, ça peut clairement l'être, ouais, et puis même si je pense qu'il y a moyen de faire quand même des choses, tu vois? Si tu trouves une maison pour toi, que tu arrives à louer une partie, c'est que tu as une dépendance, tu loues en saisonnier, je pense qu'il y a des choses à faire intéressantes. Si tu es OK pour habiter là-bas et tout, parce que c'est quand même vraiment magnifique, hein. Dans le Luberon, tu as des villages, qui sont ouais. à couper le souffle, hein. Donc ça peut être intéressant. Mais si tu veux faire de la rentabilité pure et dure, je suis pas certain que ce soit le meilleur compromis, parce que voilà, à partir du moment où tu achètes, Bien sûr. cher, bah, c'est toujours plus compliqué parce que pareil, bah, le marché locatif, il est pas non plus ultra tendu dans ces coins-là et puis les prix des locations sont pas non plus énormes, donc la rentabilité doit pas être dingue. Après, ce qui concerne le marché avignonnais, je pense que c'est quand même, alors je vais pas dire que c'est un risque, je pense pas avoir pris trop de risques parce que je suis quand même très proche du centre, mais la tension locative, tu vois, n'est pas quand même la même que à Marseille ou la région parisienne, tu vois? J'en suis OK. conscient et c'est pour ça que je m'avance pas trop sur les chiffres ni quoi que ce soit parce que là, aujourd'hui, je vis une coloc dans Avignon, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas la métropole, tu vois? Donc je sais pas, tu vois? C'est un petit peu mon stress, c'est de savoir la vacance locative, comment ça se passait. Bon, j'avais quand même fait des petits tests, hein. J'ai fait le fameux test de la fausse annonce sur le Bon Coin, voir si j'avais des appels. Classique. Mmh. J'en ai eu, mais j'en ai pas, tu vois? Mon téléphone, il a pas sonné un million de fois comme ça le fait quand je mets mon appart à Marseille ou Ouais. ou en région parisienne.
Donc je m'attends quand même à devoir être un peu plus patient sur ça. Mais voilà, a priori, j'ai rencontré quand même pas mal d'autres investisseurs et voilà, il paraît que voilà, c'est la période est très importante, c'est-à-dire que si tu vises les étudiants, il faut bien mettre ton annonce juin, juillet et voilà. Donc je vais miser là-dessus et puis on verra bien. Hein. Ça fait partie des risques. Hein. Trop bien. Eh ben, écoute, pour finir, je voulais finir peut-être avec les questions que tu as l'habitude de poser sur ton podcast. Est-ce que tu aurais, Ouais. un livre à recommander, peut-être le livre que tu as le plus offert ou un livre qui t'a particulièrement marqué? Ouais, alors c'est un livre que j'ai lu il y a maintenant 2 ans, un petit peu quand j'ai commencé à monter le business et puis que j'ai eu tous mes déclics sur les finances. C'est un classique, hein, je veux pas être très original, mais c'est, La semaine de 4 heures. Je sais pas si tu l'as lu ou si ça te parle, Ouais, je l'ai lu. Très, très bon et livre. ça a été un peu le 1er, tu vois, qui m'a un peu fait ouvrir les yeux, tu vois, sur tout ce monde de la liberté, de pouvoir, être capable que le salariat, c'est pas la seule solution et que bon voilà, tout ça, ça m'a vraiment la loi de Pareto aussi, je l'ai découvert, là-dedans. On en parlait dans mon épisode, enfin non, dans l'épisode de tout à l'heure là, Ouais. dans celui-là, pardon. Et donc ouais, ça a été moi le bouquin qui m'a vraiment fait un déclic et que je recommanderais pour les personnes qui s'intéressent à la fois au business en ligne ou même aux finances personnelles, quoi. OK, très bien. Et la dernière question, donc celle que tu poses aussi, est-ce que tu as une astuce de finance perso à nous partager dont tu aurais pas forcément parlé, dans l'épisode? Ouais, je vais en partager une qui va parler plus d'investissement. Pour moi, ça va être le DCA, Ouais, la méthode DCA. Je vais la détailler rapidement, ça veut dire, Dollar Cost Average. Désolé pour mon super accent anglais, mais vous m'avez compris. on a compris. Alors, en gros, ça veut dire, investir tous les mois le même montant sur le même support. Et ça, alors, ça s'applique principalement à la bourse, aux crypto-monnaies, mais ça permet en fait de se dire, à partir du moment où on a une conviction forte sur un ETF, une action, une crypto ou quoi que ce soit, sur un actif, ça permet en fait d'arrêter d'essayer de timer le marché, arrêter de vouloir acheter bas pour vendre plus haut parce que, personne n'est capable, c'est très compliqué de timer le marché et ça permet de dormir mieux la nuit, de lisser ton risque, lisser ton point d'entrée et voilà, moi je trouve que c'est la petite astuce qui peut faire la différence sur le long terme, à la fois pour, augmenter ta passivité dans les investissements et pour, mieux dormir la nuit. Très, très bon conseil, c'est soit vous trouvez une manière d'automatiser ces virements et de le faire, soit il faut être très rigoureux sur le Ouais, DCA pour le faire manuellement. Parce que quand on voit les marchés descendre, on a peur de réinvestir, et cetera. Pourtant, c'est souvent le moment pour le faire. Mais c'est quelque chose c'est ça et que je conseille beaucoup et que je fais pas assez, je m'en rends compte. mmh. Et je vais vraiment essayer d'être plus régulier là-dessus en 2022. Mais je suis d'accord avec toi sur l'automatisation, tu vois? Si tu as une plateforme qui te permet de l'automatisation, fais-le, c'est clair. La plupart des plateformes de crypto-monnaie le permettent et ça, c'est vraiment bien. Mais par exemple, tu vois, sur la bourse, alors à part Trade Republic sur le compte titre qui le permet, sur les PEA, tu vois, moi, je sais que j'arrive pas à l'automatiser, il faut que je le fasse manuellement et c'est un peu compliqué parce que tu as toujours le côté émotionnel, en fait. Dès que ça va crasher, soit tu vas te dire: «Bon, j'attends un peu, au cas où ça crache plus, comme ça je fais mon DCA à cette date-là», ou alors tu te dis: «Bon, vite, vite, je le fais là» et bon, ouais, tu vas être, Et je mets tout ce al qui me reste et c'est ça et tu vas être induit en erreur. Alors que si c'est automatisé, tu as même pas besoin de regarder les cours, tu as même pas besoin d'y penser, quoi. Et donc si tu peux automatiser, fais-le. Et moi, du coup, la petite astuce que je me suis mis maintenant pour être vraiment discipliné, c'est que je me mets un rappel, la mê sur mon calendrier, il y a il y a une date, il y a une alarme qui dit DCA aujourd'hui. Comme ça, j'ai pas d'excuse, tu vois? ouais, c'est vrai. C'est ce jour-là, quoi qu'il arrive, même si c'est haut, même si c'est bas, ben, je respecte. C'est un peu le même taux de sérénité, dont on parlait, sur l'immobilier, dans ton épisode. Il y a un moment où il faut un peu se décorréler du truc et essayer de rentrer en mode automatique. Si tu as tout bien planifié, budgétisé, normalement, sur du long terme, tu t'y retrouves. Alors à moins d'une Ouais, énorme crise mondiale et ça, il aurait fallu garder tout notre argent, sous notre oreiller. sous le matelas. Mais, mais bon, voilà, c'est aussi ce que je conseille. Merci Thomas pour tous ces conseils. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou on a fait un bon tour de mon budget Non, zen bah, écoute, je trouve qu'on a fait un bon tour à la fois sur la partie gestion de budget que la partie investissement donc franchement,
beaucoup apprécié cet échange. Également. Puis voilà, vous pouvez me retrouver. Je fais mon petit instant Ouais, pub, désolé. comment on te contacte, Thomas? Ouais, donc Instagram, mon budget zen. Vous pouvez me contacter en direct si vous voulez échanger. Mon site internet aussi, monbudgetzen.com. Vous pouvez prendre. Il y a des cadeaux gratuits, un tableau de gestion de budget, un guide sur les revenus passifs aussi, et évidemment mon podcast où Jérémy est passé aussi. L'épisode sera diffusé ou sera à venir au moment de la diffusion de celui-ci. Et voilà, donc podcast, Instagram et le site internet. Trop bien. T'as pas et la newsletter aussi du lundi matin qui est très appréciée par mon audience. Trop bien. T'as pas un dossier bancaire? J'ai quelques auditeurs qui me demandaient, j'en ai pas sous la main un dossier bancaire. Non, malheureusement, j'ai beaucoup de personnes de mon audience qui m'en demandent aussi. Okay. Il va falloir que je m'y colle parce que je pense que ça peut rendre service à un paquet de monde. Ouais. Pareil, on se tient au courant là-dessus. Le premier qui l'a fait, il se partage. C'est vrai, il envoie à l'autre. Ça va. On a qu'à se faire un spreadsheet partagé. C'est ça. Merci Thomas, à très bientôt. Ouais, merci à toi Jérémy, salut.